La reine Margot a été rendue célèbre dans le monde entier par Alexandre Dumas dans son roman éponyme. Mais en réalité, son héroïne était très différente de la vraie Marguerite. Tout d'abord, en réalité, la reine Margot n'a pas existé. Le fait est que la reine Margot, notre héroïne, ne s'appelait pas vraiment. Ce nom n'apparaît que quelques fois dans les mémoires de son frère, le roi Charles IX. De son vrai nom Marguerite de Valois, elle était la dernière représentante de la branche directe de la dynastie des Valois, qui régnait sur la France depuis 1328. Le titre officiel de Marguerite, en tant que sœur du roi, était Madame. Lors de son mariage, elle est devenue reine de Navarre, et, après son divorce d'avec Henri-Yves, elle a pris le titre de reine Marguerite, duchesse de Valois. Marguerite est née le 14 mai 1553 du roi français Henri II et de son épouse Catherine de Médicis. C'était une jeune fille très intelligente et cultivée. À l'âge de 16 ans, elle avait appris plusieurs langues, dont le latin et le grec, lu Homère dans l'original, réfléchi, étudié la philosophie, les mathématiques et l'anatomie. On croit généralement que la reine Margot, une brune vive, c'est ce que décrivent Dumas et ses biographes, mais sur les portraits, elle est blonde. Il s'avère que tout cela est dû au fait que Marguerite portait parfois une légère perruque bouclée, à la mode à l'époque. C'est ce qu'elle porte sur les portraits. Était-elle une beauté ? On mentionne qu'elle était extérieurement très semblable à sa mère dans la forme de son visage, les joues légèrement tombantes, la forme de ses sourcils. En même temps, les contemporains appréciaient beaucoup son apparence, tout le monde aimait la peau blanche et satinée de Margarita et ses formes luxuriantes. Margarita a connu un destin difficile. Elle n'a que 6 ans lorsque son père meurt. Son frère aîné, François II, n'a régné qu'1 an, avant de mourir lui aussi de la gangrène à l'âge de 16 ans. On suppose que des opposants à la famille Valois sont responsables de sa mort prématurée. Le monarque officiel est Charles IX, âgé de 10 ans, mais le pays est en fait dirigé par sa mère Catherine de Médicis, nommée régente de son jeune fils. La reine était rusée et sournoise. C'est elle qui a décidé de marier sa fille Marguerite à Henri de Navarre, dont le père était un chef huguenot. En même temps, Catherine elle-même était une fervente catholique anti-huguenote. La vraie Marguerite n'est pas du tout heureuse d'apprendre qu'elle a trouvé un époux. Elle était passionnément amoureuse du beau-duc Henri de Guise, et il lui rendait l'appareil. Leur liaison tumultueuse est évoquée partout, bien qu'il n'y ait aucune preuve directe d'une intimité physique entre eux. Marguerite, bien des années plus tard, dans ses mémoires, décrit Guise comme un homme peu séduisant. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elle a écrit ses mémoires sous le règne d'Henri de Navarre, couronné sous le nom d'Henri-Yves. Peut-être la reine ne voulait-elle tout simplement pas révéler l'un de ses secrets les plus inviolables. Seule une lettre de Marguerite à Guise a été conservée. Elle se lit comme suit: « Je prierai sans cesse Dieu, comme je l'ai toujours fait, en le suppliant de vous accorder la fortune et la gloire, ce qui est aussi le souhait de tous les gens de bien, et je vous exprime, plus que quiconque, mon dévouement et mon amour éternel. » Quoi qu'il en soit, Marguerite et Henri de Navarre se marient le 18 août 1572. À cette date, Henri est déjà roi de Navarre. Des doutes subsistent quant à la légalité de ce mariage, car Marguerite était catholique et Henri huguenot, et l'autorisation du Vatican était nécessaire. Mais le Vatican n'a jamais autorisé leur mariage. Le cardinal bénit le couple sous le porche de Notre-Dame de Paris. Marguerite est conduite dans l'allée par le duc d'Anjou, son frère préféré. Henri de Navarre et Marguerite de Valois ne s'étaient jamais retrouvés ensemble devant l'autel. Quelques jours plus tard, la même nuit de Barthélemy a eu lieu, un massacre de huguenots. Il est intéressant de noter que les mémoires de Marguerite de Valois conservent l'une des rares descriptions véridiques de cette nuit monstrueuse, dans laquelle elle émet l'hypothèse que sa mère Catherine de Médicis a fait exprès de ne pas dédier sa fille au plan sanglant, comptant sur sa mort aux mains des huguenots en colère. Cette circonstance aurait justifié tous les meurtres et sauvé la réputation de la famille royale. Marguerite a eu de la chance, et a miraculeusement échappé au massacre. Elle a non seulement sauvé sa peau, mais aussi celle d'au moins 3 chevaliers du cercle rapproché d'Henri de Navarre. L'un d'eux, ensanglanté, tombe à ses pieds dans sa chambre. Tous ceux qui se souviennent de l'histoire du livre, la reine Margot diront immédiatement qu'il s'agit de la Mole, le même huguenot que Margot sauve lors de la nuit de Barthélemy. Et ils se trompent lourdement. Le vrai la Mole n'était pas du tout huguenot, et leur histoire d'amour a commencé un peu plus tard. C'est dans les mémoires de Marguerite, publiées 13 ans après la mort de la reine, que la France a appris l'existence de l'homme mystérieux de sa chambre et comment, effrayée par tout ce qui se passait, cette jeune fille de 19 ans a sauvé, sans réfléchir, des vies humaines.
Le célèbre mémorialiste Pierre de Bourdet, abbé de Brantôme, affirme: elle reçut les coups avec une grande impatience, et en sauva plusieurs, entre autres un gentilhomme gascon, je crois qu'il s'appelait Laurent, qui, tout blessé, se jeta sur le lit où elle dormait, et elle chassa les assassins qui le poursuivirent jusqu'à la porte, car elle fut toujours miséricordieuse, et montra de la bonté pour tous, comme il convient aux filles de France. C'est Laurent, pas du tout de la Mole. Marguerite avait lu les mémoires de Brantôme et les approuvait. C'est à lui qu'elle dédie ses mémoires. Les historiens ne sont toujours pas d'accord sur l'identité de Laurent, qui a été sauvé dans la chambre de la reine Marguerite. L'histoire d'amour de Marguerite avec l'authentique, la Molue commence 10 mois après son mariage avec Henri de Navarre. Elle a 20 ans, et la Molue 44. Il n'est pas huguenot, mais catholique passionné, parisien, mais pas du tout provincial. Célèbre pour ses triomphes amoureux, et ses nombreuses intrigues. Les relations entre Marguerite et la Mole étaient orageuses, mais elles se sont rapidement calmées l'une par rapport à l'autre. La Mole était l'un des serviteurs du duc d'Alençon, le frère cadet du roi Charles, et même, selon certaines sources, son amant. La Mole a été impliquée dans un complot contre le roi, et a payé de sa tête. Non seulement lui, mais aussi son ami connu, Henri de Navarre, et le prince François. Tous les conspirateurs furent arrêtés, Henri et François furent relâchés, et ceux qui ne portaient pas le nom de Valois ou de Bourbon payèrent de leur tête. Avant de mourir, la Mole murmura: « Ô Seigneur, Sainte Vierge Marie, ayez pitié de moi. Je me confie aux prières de la reine de Navarre et des autres dames. » Selon Dumas, Marguerite aurait également sauvé son mari Henri de Navarre lors de la terrible nuit de Barthélemy. Ce fait est resté inexpliqué. Dans ses mémoires, elle écrit seulement qu'elle a refusé d'engager des pourparlers de divorce avec le roi de Navarre contre la volonté de sa famille. Et le cardinal de Richelieu, qui a bien connu Marguerite, écrit dans ses mémoires: « Elle fut la plus fameuse reine de son temps. Si les noces d'Henri et de Marguerite furent si horribles pour la France entière, elles ne le furent pas moins pour son destin personnel. Son mari était en danger de mort, on se demandait s'il fallait le détruire, elle l'a sauvé. » Quoi qu'il en soit, après la terrible nuit de Barthélemy, Henri de Navarre et Marguerite restèrent otages au Louvre. D'une manière générale, les relations entre Henri et Marguerite ont étonné les contemporains. Dans ses mémoires, la reine écrit que son mari lui était physiquement désagréable et qu'elle ne voyait Henri que comme un frère, tandis que lui la voyait comme une sœur. Mais cela n'excluait pas pour autant leur relation, en tant que mari et femme, avec des scènes de jalousie et des récriminations mutuelles. On sait également que la reine de Navarre rêvait d'être enceinte de son mari, ce qu'elle a même écrit à sa mère. Mais c'est alors que la reine tomba réellement amoureuse. Il s'appelait Louis de Clermont, signor de Bussy d'Amboise, oui, le même Bussy d'un autre roman d'Alexandre Dumas. Le vrai de Bussy n'était pas dû, tout comme le personnage du livre. Pour s'enrichir, il a tué 7 de ses cousins, la nuit de la Saint-Barthélemy, sous prétexte qu'ils étaient huguenots. Il a hérité de tout leur château, et de toutes leurs terres. Bussy et Marguerite ont eu le coup de foudre. Marguerite était tellement absorbée par son amour qu'Henri de Navarre, qui était resté calme, quant au hobby de sa femme, devint jaloux. En raison d'intrigues politiques, Marguerite et Bussy ont été contraints de se séparer. La mort de Bussy est toujours entourée de mystères. On sait qu'il avait rendez-vous avec la comtesse de Montsoreau. Il se présente au rendez-vous, mais des assassins l'attendent. La raison de ce meurtre est politique et non amoureuse. Quelle que soit la manière dont les otages royaux sont gardés, Henri de Navarre fuit Paris pour retourner dans sa Navarre natale et redevenir huguenot. Sa mère et le roi continuent de garder Marguerite à Paris, pensant que c'est elle qui a facilité l'évasion de son mari. Elle ne retrouve Henri que 2 ans plus tard, lorsqu'une paix provisoire est conclue avec les huguenots. La reine considère son séjour à la cour de Navarre comme l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. En Navarre, Marguerite s'imprègne de l'atmosphère des bals somptueux et des fêtes. Elle lit beaucoup, et s'entretient avec des philosophes et des poètes. C'est là qu'elle connaîtra un autre grand amour. Il s'agit du courtisan de son jeune frère François, le marquis de Champvallon. Outre de Bussy, dont elle parle abondamment dans ses mémoires, Champvallon est le 2e et dernier amant authentique de la reine. En février 1582, elle part pour Paris, suivant son frère cadet, et le marquis de Champvallon. C'est là que ses liens, avec le marquis deviennent de notoriété publique. Marguerite est soupçonnée d'avoir eu un enfant illégitime avec le marquis. Le roi Henri-Yves, en colère, lui ordonna de retourner auprès de son mari en Gascogne. On dit que Champvallon a ensorcelé la reine. Elle répond à toutes ses demandes et ferme même les yeux sur ses infidélités. Bientôt, le favori quitta sa reine et en épousa une autre de manière avantageuse. Margaret a très mal vécu cette trahison.
sa mère et son frère insistèrent pour qu'elle retourne auprès d'Henri. En août 1583, Marguerite et une petite suite retournèrent à Nérac, où personne ne l'attendait. Henri de Navarre arrête sa femme en chemin et lui fait attendre les résultats des négociations avec Henri III. Il exige du roi de France une compensation pour avoir hébergé Marguerite. 7 mois de négociations et d'attentes humiliantes s'ensuivent jusqu'à ce que le roi de Navarre daigne lui permettre de poursuivre son voyage. De retour en Navarre, elle constate que personne n'a besoin d'elle et que personne ne s'intéresse à elle. Son mari a une autre liaison avec Diana d'Andoin, comtesse de Gramont, surnommée la Belle Corisande en raison de sa beauté. Il est à nouveau débordant d'amour. Henri de Navarre était connu pour être un homme d'amour. Certains historiens méticuleux ont même calculé que le roi de France avait une 50aine de favorites. En juin 1584, le duc François Alençon et Anjou, héritier du trône de France et époux raté d'Élisabeth d'Angleterre, qu'il appelait sa grenouille, meurt à 30 ans sans avoir été marié. Il était le frère préféré de la reine de Navarre, qui l'a aidé pendant de nombreuses années en dépit d'Henri III, et qui, des années plus tard, a parlé de lui, avec tant de chaleur dans ses mémoires. À la mort de François, le roi Henri de Bourbon de Navarre devint l'héritier du trône de France. Cela ne plaît pas aux catholiques qui, menés par les ducs de Guise, rétablissent la Ligue catholique et s'allient avec l'Espagne, défiant les rois de France et de Navarre. Les Guises ont déjà déclenché la 8e guerre de religion en France, également appelée guerre des Trois Henri, Valois, Bourbon et Guise. L'enjeu de cette lutte est le plus important, la couronne de France. Henri de Navarre est soutenu dans cette guerre de religion par Élisabeth Ier d'Angleterre, qui lui envoie une importante somme d'argent pour renforcer ses troupes au détriment d'une grande armée de protestants allemands. Les Huguenots, menés par Henri de Navarre, battent les troupes de la Ligue aux batailles d'Arches et d'Ivry. Entre-temps, Marguerite se souvient de son coup de foudre pour Henri de Guise et s'allie à lui non seulement dans les affaires amoureuses, mais aussi dans les affaires politiques. L'épouse du chef huguenot devient soudain une catholique passionnée. La reine entame une correspondance active avec les dirigeants de la Ligue, ainsi qu'avec Philippe II d'Espagne, et annonce en mai 1585 son adhésion à la Ligue. Marguerite défie les deux camps, le roi frère et le roi mari, en quittant Nérac pour la ville d'Agen, où la Ligue catholique, dirigée par Guise, s'est établie. Les habitants de la ville ne voulant pas se ranger du côté de la Ligue catholique, ils livrèrent la ville à l'armée du roi. Marguerite est capturée et, sur l'insistance du roi, est emprisonnée au château de Jusson. Elle n'y reste que 2 mois. Le duc de Guise achète le château et la garnison se met au service de Marguerite. Plus tard, dans une lettre à Henri-Yves, elle appellera Eusson son manteau, bien qu'il n'ait pas son confort habituel. Ici, cependant, Marguerite se consacre avec toute la passion de son âme à la lecture et à la rédaction de ses mémoires. Au château, elle n'en fait qu'à sa tête et mène une vie plutôt agitée, si bien que Jusson est surnommé le château de Messaline. Henri de Navarre souhaite officialiser le divorce. Les proches de Marguerite ne sont pas d'accord sur le sort à réserver à la reine disgraciée. Catherine de Médicis propose d'enfermer sa fille dans un couvent, et Henri de Navarre de prendre pour épouse la nièce de Marguerite, Christine de Lorraine. Le roi de France ne soutient pas sa mère. Quant au sort de Marguerite, il espère que sa sœur s'unira à nouveau à son mari et donnera à la famille royale l'héritier désiré. En 1588, le duc de Guise est assassiné sur ordre du roi. 1 an plus tard, le dominicain Jacques Clément, à l'instigation des Guises, plonge un couteau dans l'estomac du roi. Henri de Navarre change à nouveau de foi, avec les mots Paris vaut un repas, et se déclare à nouveau catholique. Il est alors couronné sous le nom d'Henri-Yves le 27 février 1594. Sans avoir voyagé, Marguerite est devenue reine de France, lorsque son mari s'est converti au catholicisme et a été couronné roi. Henri n'ayant pas d'enfant avec Marguerite, leur mariage devient politiquement inutile. Des négociations en vue d'un divorce sont entamées. Finalement, lorsque le divorce fut accordé, en 1599, une charte royale spéciale donna à Marguerite le titre de reine de Navarre et ajouta le nouveau titre de reine de France. Elle obtient également le droit d'utiliser les terres du sud-ouest de la France qui avaient été données par ses frères et reçoit une pension substantielle. En même temps, elle obtient le droit de revenir à Paris, d'acquérir des terres et des maisons, et de construire sa résidence en face du Louvre, où elle passera les 7 dernières années de sa vie. Pour des raisons politiques, Henri-Yves épouse Marie de Médicis, nièce du grand-duc Ferdinand de Toscane et cousine de Marguerite. Il est à noter que Marguerite établit de bonnes relations avec Marie de Médicis. Une correspondance a été conservée, dans laquelle les épouses d'Henri de Navarre communiquent très correctement.
D'ailleurs, lorsque l'ex-époux commencera à avoir des enfants de sa seconde épouse, Marguerite le félicitera très chaleureusement. Mais la vie du roi Henri-Yves, qui a enfin trouvé une famille et des héritiers, remplie de projets de réformes étatiques, est de courte durée. En 1610, il est poignardé à mort par le fanatique Ravaillac. La mort du roi conduit Marguerite à se battre pour préserver la paix en France. À cette fin, elle participe à la dernière assemblée des États généraux en 1614, tentant de mettre d'accord les députés irréconciliables des domaines rappelant la menace militaire qui pèse sur la France. Marguerite met tout en œuvre pour conforter le trône d'une nouvelle dynastie en la personne du jeune Louis XIII. C'est là une touche supplémentaire au portrait d'une femme étonnamment forte, Marguerite de Valois. Elle a non seulement trouvé la force d'accepter le nouveau mariage de son mari, mais elle s'est également liée d'amitié avec le fils de celui-ci, qui est devenu plus tard le Louis XIII des Trois Mousquetaires. Avec sa propre mère, le jeune roi entretient des relations difficiles. La seule personne qui s'intéresse vraiment à lui est Marguerite Valois. Le jeune garçon adore sa belle-mère, gentille Marguerite, elle lui donne des jouets et lui raconte des histoires. C'est le fils de son ancien mari Marguerite Valois, qui lui a légué toute sa fortune. Les années ont changé l'apparence de la belle Marguerite, la transformant en une vieille femme triste. Seul le regard sournois de ses yeux bruns et l'habitude de porter des vêtements luxueux à l'ancienne, provoquant des sourires chez les courtisans, lui ont rendu sa beauté d'antan. Elle fait preuve d'une grande générosité envers tous ceux qui ont besoin d'aide. Marguerite Valois meurt en 1615 d'un grand froid, gelée un jour dans la salle glacée du palais des Petits Bourbons. Merci d'avoir regardé ce film.